retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire cette fois un avis lecture. Le premier, comme indique le titre. Alors vous allez me dire, mais des avis lecture, tu en as déjà fait plein. Oui et non à la fois. J'ai réalisé en fait que je vous fais souvent des avis lecture, mais ce sont des avis lecture issus des challenges, lors de bilans de challenge. Qui d'ailleurs, j'ai quand même du retard vu que j'en suis au niveau des challenges, au bilan du mois de la fantaisie, qu'il faut que je vous tourne prochainement. Et j'ai pris conscience il y a 2-3 jours en arrière à peine que oui, tous ces avis-là, vous les avez. Ça fait déjà pas mal d'avis, mais il n'y a pas que des challenges, même si j'adore ça. Il n'y a pas que des lectures de challenge que je fais. Je fais aussi des lectures de mon côté qui me font envie à moi, tout simplement, hors challenge. Et je suis aussi sur le Discord, le coin DLC, donc vous avez toujours le lien en barre d'infos. Et on a 4 LC par mois qu'on propose, nous, des livres qui nous font envie dans notre palle. Après, on vote et les 4 meilleurs sont élus chaque mois. Il se trouve que certaines fois, c'est des livres que j'ai qui sont élus et qu'on lit. Alors, ça correspond des fois avec un challenge, mais des fois, ça ne correspond pas. Et il y a aussi des fois où c'est des livres qui me font envie, mais que je n'ai pas dans ma palle, donc je me procure l'e-book. Ou des livres, même des fois, que je n'avais pas forcément envie de lire. Et finalement, je me suis dit, allez, puisqu'il y a la LC, on va le faire. Pareil, je prends les e-books à ce moment-là. Des fois, après, j'achète du coup le livre physique. C'est le cas d'un des livres qui est là ce soir. Mais je ne vous ai jamais vraiment chroniqué tous ces livres que je lis en challenge. Donc, ça fait plus d'une année que j'ai des livres qui attendent d'être chroniqués en vidéo sur la chaîne. En Instagram, c'est pas pareil. Ils le sont déjà, mais pas sur la chaîne. Alors, ce soir, on va faire 6 livres. En fait, il y en a 7. Mais il y a un tome 2 et un tome 3. Comme ils sont assez similaires, je les ai regroupés. On commence tout de suite, pour pas que ça prenne trop de temps, avec L'amour et de l'hiver de Laetitia Arnaud, paru chez Twinkle Éditions, dans l'édition collector. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours comme ça ou si c'était pour la campagne Ulule, mais en effet, j'y avais participé. Du coup, j'ai même mon exemplaire dédicacé et j'apparais dans les remerciements de cet exemplaire. Alors, dans Là où réside l'hiver, nous sommes dans la réécriture du conte de Jack Frost. On y suit donc Jack Frost, qui était un humain au 19e siècle, et il a été transformé en garant des glaciers, des neiges, la quintessence de l'hiver, pour aider en fait les veilleurs de l'an, comme on les appelle, qui sont des entités magiques. Je crois qu'ils sont 4, si je me rappelle bien, c'est une de mes plus vieilles lectures. Il me semble qu'ils sont au nombre de 4 par saison, ou 3. Par exemple, pour l'hiver, vu que l'histoire se passe le plus en hiver, nous avons le renard polaire, qui, je pense, s'inspire d'une légende, d'un conte nordique, qui doit être l'Amarok, si je me rappelle bien. Parce que j'ai vu ce renard polaire, l'Amarok, dans un autre livre, je l'ai lu pratiquement en même temps, sur les animaux fantastiques. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'Amarok qui a inspiré Laetitia Arnaud. Ce personnage, dans ce récit, est en fait un renard polaire qui fait les aurores boréales. Voilà, c'est son pouvoir. On a aussi une hermine et une chouette harfang, il me semble. On les voit là d'ailleurs. Là, vous avez le renard, la chouette harfang, et l'hermine, elle est devant. Donc, Jack est leur allié pour la saison de l'hiver. Et il y a d'autres représentations, d'autres représentants pour les autres saisons, printemps, été, automne. Vous avez, je ne sais plus, je crois que vous avez un cerf. Enfin, il y a d'autres animaux pour les autres saisons. On les voit apparaître, mais principalement, on se centre sur cela. À côté de ça, on suit une jeune femme, Edda Nightingale, qui vit avec sa belle-mère et sa demi-sœur, enfin, c'est pas sa vraie sœur. Pour le coup, on mélange un petit peu les contes. Au-delà de Jack Frost, au-delà de l'Amarok, on a une touche donc de Cendrillon, avec Edda qui vit avec sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Alors, les deux filles s'entendent très bien. Par contre, la belle-mère de Edda est une vraie mégère, une vraie garce. J'en dis pas plus, mais voilà. Ça a un petit côté un petit peu Cendrillon sur ce côté-là. Et Edda, elle aime particulièrement l'hiver, Noël. C'est une saison qu'elle adore. Ce qui n'est pas le cas, je ne sais plus si sa belle-sœur Ali aime ou si elle aime plus. Mais Edda, elle adore ça. Et elle aime aussi l'environnement où ils vivent.
C'est-à-dire qu'à côté de leur demeure, une belle demeure, un château, hein, il y a les bois de Moonland. Je regarde juste parce que les noms sont un peu lointains maintenant. Donc ils vivent à côté de Moonland qui appartient un petit peu au château. Et Edda, elle veille, elle aime dire qu'elle veille sur les bois comme sa maman veillait sur les bois avant elle. Et un jour, Edda et Jack vont se rencontrer. Normalement, ça n'aurait pas dû être le cas. Si je ne me trompe pas, de mémoire, en fait, il me semble que normalement, on ne voit pas Jack, mais Edda le voit. Ou alors c'est quand il veut. Je crois qu'en fait, il peut se faire voir. Mais en tout cas, ils vont se rencontrer. Il va bien sûr y avoir une histoire d'amour entre eux. Mais l'histoire d'amour n'est pas non plus le centre de l'histoire. Ça en fait partie intégrante, oui. Mais il y a bien plus que ça. Le fait est qu'on est, l'autre partie de l'histoire, c'est sur l'hiver et les saisons. Car on découvre très vite que les saisons sont en train de se dérégler. Ce qui est le cas en réalité. Par exemple, dans le récit, on nous dit qu'on passe pratiquement de l'été à l'hiver sans qu'il y ait trop d'automne. Ou d'hiver à été sans qu'il y ait trop de printemps. Du coup, certains veilleurs de l'an sont en train de tomber en sommeil. Je ne sais plus si c'est un de l'automne ou un du printemps, mais il y en a un qui ne se réveille même plus dans les veilleurs de l'an. Je crois que c'est l'ours, mais je suis plus sûre. Il ne se réveille plus parce que les saisons sont en train de se dérégler. D'autres veilleurs disparaissent. Et les veilleurs de l'hiver, et Jack se pose des questions. Où disparaissent-ils? Pourquoi? Comment? Le fait que certains s'endorment, ça c'est parce qu'ils le voient, les saisons changent. Et du coup, les veilleurs sont touchés par ça. Il y a un grand message écologique aussi dans ce livre, c'est vrai. Je trouve pas qu'il est fait de manière, vous voyez, trop lourde, trop... je trouve qu'il est poétique ce message. C'est de faire comprendre aux gens, respectez votre planète. La planète est en train de faire des cris d'alarme. On le voit, on l'a encore vu cet été, avec les feux qu'il y a eu dans certains coins de France, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il n'y a pas de pluie pendant des jours et des jours. Le réchauffement climatique, c'est un fait actuel. Et Laetitia Arnaud a très bien retranscrit ça. Les saisons sont perturbées, surtout l'hiver. L'hiver sent qu'il va bientôt mourir si ça continue. Et il faut faire quelque chose, il faut trouver de l'aide. Et Edda, qui est une simple humaine, elle a cette envie d'aider quand elle découvre Jack et cet univers. Franchement, c'était vraiment une lecture absolument magnifique. Je ne peux pas vous en dire plus au niveau du résumé, c'est à vous de découvrir, mais voilà, il y avait des choses que je n'ai pas tout de suite vu venir. J'avais des soupçons au bout d'un moment, je me suis dit, ah, ça peut-être que ça va se connecter, voilà, mais c'était bien amené, c'était joli, on se pose les bonnes questions. Comme je vous dis, on mélange le conte de Jack Frost, on mélange de la mythologie, conte avec la Maroc. À un moment donné, vous avez aussi Loki qui est fait mention dans le récit. Là encore, je ne veux pas vous en dire plus, mais oui, il y a Loki à un moment donné qui est là. Ça, plus le fait qu'on a cette touche de Cendrillon à quelque part avec cette belle-mère qui est vraiment pas commode et tout ce qu'on veut. Non, c'était franchement un joli récit avec en plus bien sûr la touche un peu écologie, réfléchissons à notre futur. C'était vraiment une lecture doudou. Je l'ai lu, ma maman l'a lu aussi. Ça a été un coup de cœur pour nous deux. Donc forcément, moi je lui ai mis 20 sur 20. La plume de Laetitia Arnaud est poétique. Elle se lit toute seule. C'est un livre doudou qui plus est. À lire en hiver, bien sûr, sous son petit plaid, avec son petit chocolat chaud, de la petite musique. Vraiment, moi je ne voyais pas les pages passer. La plume est vraiment addictive au possible. Elle est fluide. Aucun souci là-dessus. Moi je ne peux que vous recommander. C'est vraiment une lecture si vous aimez l'hiver. Je pense qu'on ne peut que l'aimer. Franchement. Donc celui-là, je lui ai mis 20 sur 20. Ensuite, j'ai lu aussi de mon côté, en e-book cette fois, donc je vous mets la petite photo ici ou là, je ne sais jamais, Toutes nos couleurs de Sophie Boucher, paru chez Cherry Publishing, qui est une romance LGBT entre deux femmes. Et pour cette lecture, je lui ai mis 19 sur 20. Pour le 20 sur 20, il m'a manqué un tout petit peu en fait de Spacey, parce qu'il me manquait légèrement une ou deux scènes un peu plus chaudes entre nos deux héroïnes. Voilà, moi j'aime bien quand il y a quelques petites scènes Spacey dans les récits, dans les romances, donc bon. Mais c'était pratiquement parfait.
J'ai vraiment adoré. C'est un roman qui fait quand même, je ne sais plus combien il fait de pages, mais il n'était pas petit, hein. Je vais essayer de vous trouver ça, je ne sais pas. 452 pages, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est en e-book, je pense que c'est le livre qui fait 452 pages. Mais vous voyez déjà que la taille du récit est assez importante. Dans ce livre, on suit Alex, qui est une jeune femme qui vit avec son petit copain. Ils vivent ensemble, mais Alex n'est pas bien dans sa vie, comme on en prend conscience petit à petit. Il y a un an en arrière, elle a fait une dépression. Elle a fait certaines choses vis-à-vis de cette dépression. Avant ça, elle était étudiante à l'université, mais suite à la dépression, elle a arrêté ses études. Son petit copain a voulu prendre soin d'elle, mais peut-être un peu trop, c'est-à-dire que les amis qu'elle avait à l'époque de l'université, quand ils voulaient venir la voir, ils leur disaient non, vous ne venez pas pour l'instant, elle a besoin de calme et de repos. Donc au bout d'un moment, ils en ont eu marre de se faire jeter. Donc au moment où on commence le récit, elle n'est plus dépressive, mais elle n'a pratiquement plus d'amis, à part son copain et le frère de son copain. Grosso modo, c'est ça. Parce qu'en plus, on sent que les potes de son amoureux, c'est pas vraiment ses potes à elle. Elle a essayé une fois ou deux d'aller en soirée avec eux, mais ça passe pas bien. Elle se dit, t'as tes potes, moi j'ai les miens, c'est pas vraiment le cas, mais bon. Et du coup, elle a un travail. Elle travaille dans une librairie pour un monsieur et une dame d'un certain âge. Un papy et une mamie, on va dire. Et sa vie, ça se résume à ça. Elle ne fait plus ses études, elle les a donc arrêtées. Elle travaille dans cette librairie, ça lui plaît. Le papy et la mamie sont très gentils, elle est avec son amoureux, mais au début du récit, elle prend conscience que sa vie, elle doit être parfaite. C'est-à-dire que le vendredi, je crois que c'est le vendredi soir par exemple, c'est le soir où son mec va en soirée avec ses potes. Ils vont jouer aux fléchettes dans des bars, des trucs comme ça. Et elle, comme je vous ai dit, elle a essayé une ou deux fois, ça ne lui a pas plu. Et elle prend conscience en fait qu'elle est jeune, que son mec fait la fête avec ses potes et qu'elle, elle est chez eux, devant un DVD, devant Netflix, voilà, à rien faire avec son chocolat chaud et son petit plaid. Et un jour, à la librairie, il y a un jeune homme qui passe et qui vient pour mettre une affiche en fait pour des cours de théâtre qui ont lieu à l'université, mais c'est en dehors des heures d'université donc. Et tout le monde peut venir. Et elle va lui dire, ah oui, mettez votre petit mot. Et je crois que le jeune, comme le petit papy, vont lui dire, mais va à ses cours. Parce que c'est quelque chose qui l'attirait, le théâtre à l'époque. Donc va à ses cours, libère-toi, va rencontrer des gens. Et petit à petit, elle y réfléchit, même si au début elle était contre, elle finit par y aller. Elle se dit, voilà, pourquoi moi je devrais rester les vendredis soirs à rien faire, à pantoufler pendant que lui il fait la fête. Et moi, rester toute seule, voilà, j'ai le droit d'avoir aussi une activité. Donc elle va à ce cours de théâtre et elle va faire la rencontre de Aurore. Dès le premier cours, elles vont faire quelque chose ensemble là au niveau du théâtre, un exercice. Ça va tout de suite faire matcher entre elles à ce niveau-là, amicalement. Et très vite, les choses vont évoluer. Alex découvre que Aurore est lesbienne. Alex découvre aussi que Aurore n'aime pas s'attacher dans les relations. C'est une amie sympa, mais elle ne veut pas de relations sérieuses. Elle ne veut que des coups d'un soir. Et très vite, Alex va finir par se poser des questions sur elle-même au vu de l'évolution de leur relation. Alors je vous dis que c'est très vite, mais en même temps c'est pas très vite. Et c'est ça que j'ai apprécié avec ce roman, c'est que c'est pas en claquant des doigts, ça y est, Alex est bisexuelle en 3 pages, elle a déjà embrassé le personnage de Aurore. Non, ça prend son temps. Ça prend son temps au niveau des deux personnages, c'est pareil. On n'a pas une Aurore qui est réfractaire aux relations sérieuses et qui en 10 pages est toute amoureuse, et ça y est, elle a oublié son leitmotiv dans la vie. Non, elles ont chacune leurs blessures et elles évoluent doucement, mais des fois elles font un pas en avant puis 2 pas en arrière. Il y a du contenu dans ce livre et c'est ça que j'ai apprécié. Parce que des romances, MM ou FF, j'en ai lu une ou deux autres qui allaient trop vite. Il n'y avait pas de profondeur, il y avait des scènes de fesses, oui, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de construction au niveau de l'émotion entre les personnages, de leurs relations. Là, vraiment, on a différentes étapes d'amitié, de plus, on retourne en arrière, on va en avant. On a l'évolution d'Alex dans sa vie, vraiment, mais autant avec Aurore, même si on n'est que du point de vue d'Alex. Et on a aussi l'évolution d'Alex vis-à-vis de sa relation avec son chéri. On découvre aussi, il y a des belles notions d'amitié dedans finalement. Je ne veux pas vous en dire trop, mais il y a des belles notions d'amitié.
On découvre aussi les parents d'Alex qui sont vraiment des gens bêtes, des gens vraiment... parce qu'il faut savoir que les parents d'Alex, comme les parents de son copain, ils sont voisins. Ils se connaissent depuis l'enfance, Alex et son mec, tout comme le frère d'Alex. Ils étaient potes tous les trois avant que Alex et lui se mettent en couple. Et ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent à la base. Donc il faut bien imaginer aussi que quand Alex va finir par vouloir présenter à ses parents, déjà qu'elle ne leur parle pratiquement plus, il la rabaisse depuis qu'elle a fait sa dépression et tout. Enfin voilà, c'est des gens horribles. Et quand elle va présenter sa petite copine, ça se passe vraiment pas bien. Mais elle se découvre des alliés et des amis vraiment fidèles. Le récit se passe sur plusieurs mois, comme je vous dis. C'est pas en quelques jours, c'est vraiment sur plusieurs mois. Et même les derniers chapitres sont sur plusieurs années. On a vraiment des bons dans le temps. Vous voyez un petit peu After de... Comment t'appelles-tu? Anatode. Et bien c'est un peu ça. On a sur la fin du roman des bons dans le temps. 2, 3 ans, je ne sais plus exactement, mais ça ne se passe pas sur une année, ça se passe bien plus tard dans le futur. Je ne vous dirai pas comment ça se conclut pour nos deux héroïnes, c'est à vous de découvrir. Est-ce que Aurore a juste été là dans la vie d'Alex pour lui débloquer sa vie, pour la rendre plus heureuse, ou est-ce qu'elles finissent ensemble? Ça, c'est vraiment à vous de le découvrir. Mais moi, j'ai passé un super bon moment. C'est pour ça que j'ai mis 19 sur 20, comme je vous dis. Il m'a manqué une ou deux scènes spacey. Mais c'était vraiment, les sujets étaient bien abordés, plusieurs sujets, et il y avait une timeline vraiment précise, ça se faisait pas tout à la va-vite. C'est vraiment un roman qui prend son temps, et je pense que c'est vraiment une bonne romance LGBT du coup, plus particulièrement FF. On est vraiment dans la réalité, c'est pas un coup de foudre, puis ça y est, on se marie. Non, il y a vraiment une construction derrière pour tous les personnages que j'ai trouvé très intéressante. C'était une bonne lecture. La plume de Sophie Boucher, moi je l'ai trouvée très bonne, très addictive. Franchement, je l'ai lu aussi relativement vite parce que les romans, je trouve que ça va vite. De toute façon, de manière générale, je lis plus vite que la fantastique fantasy. Mais là, ouais, c'était addictif, c'était bien écrit, c'était bien posé. Donc franchement, moi je ne peux que vous recommander Toutes nos couleurs de Sophie Boucher chez Chéri Publishing. Ensuite, j'ai lu en lecture commune, il y a pratiquement une année, sur le Discord, le point DLC, La passeuse de mots, le tome 1, d'Alaric et Jennifer Twice. Regardez comme elle est belle cette édition. Alors à la base, je l'ai lu en e-book. Dès la sortie du tome 1, il m'a fait très envie. Le résumé, le livre me faisait très envie, mais c'est une belle brique. Quand je le voyais dans le commerce, c'était vraiment une grosse brique. Le prix aussi, ça valait un certain prix, surtout que je le voyais en général, comme j'ai pas beaucoup de librairies par chez moi, c'est sur Suisse que je le voyais. Autant vous dire, je sais plus, je crois qu'il est à passer 30 € sur Suisse, l'édition classique. Hein. Autant dire que, voilà, il me tentait, mais je repoussais tout le temps l'achat. J'ai dû avoir fané en fait, je repoussais l'achat, et puis on l'a fait en LC, donc sur le Discord DLC, et j'ai pris l'e-book. Avant de prendre le physique, je me suis dit, prends l'e-book. Je le fais de plus en plus maintenant. Il y a des titres où je prends directement le livre parce que je suis sûre que je vais adorer. Mais ceux où je pense que je vais aimer, mais je suis moins sûre, je prends l'e-book. Et si ça me plaît, j'achète après. Donc j'ai lu le tome 1, et spoiler alert, ça m'a plu, donc j'ai lu aussi le tome 2, mais je n'avais toujours pas acheté. Et là, je l'ai acheté récemment, en fait en juillet à peu près, quand on a su qu'il allait y avoir une édition collector en relié, je me suis dit, je crois que c'est ça que j'attendais, une édition collector. Et j'espère qu'ils feront tous les tomes parce que j'adore cette saga. Pour ce premier tome, je lui ai mis la 18 sur 20. Il m'a manqué un petit peu de romance et de spacey. Voilà, je reviens sur mon spacey, mais moi je suis comme ça. Voilà, tout le monde est comme il est. Moi, c'est mon truc, j'aime bien qu'il y ait une ou deux scènes. Et il m'a manqué un peu de romance. On en a, mais c'est très léger et c'est peut-être pas un corps entre les deux persos que je veux, même si on sent peut-être quelque chose vis-à-vis de ces personnages. Dans La passeuse de mots, on est dans un univers de fantasy complètement inventé, dans un royaume qui s'appelle Helios, et les mots ont du pouvoir. Plus précisément, on va suivre Aria, qui est une jeune femme qui vit avec ses parents dans leur petite maison. Sa maman est pâtissière pour le roi, entre autres. Elle fournit le château et le roi et les princes en pâtisserie. Aria aide sa maman, mais à côté de ça, Aria est une rêveuse et elle adore lire. Elle passe ses soirées à lire, elle va régulièrement chercher des livres chez le libraire. Il me semble qu'il est libraire, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. Là aussi, ça fait pratiquement un an que j'ai lu.
Arya est aussi très amie avec un des princes, Aedan. Aedan. En fait, pour expliquer, dans ce royaume, la magie a été en fait bridée par le traité Galicia que le roi a mis en place. Et Aedan, lui et son père ne s'entendent pas du tout. Aedan n'a pas de magie et son père le déteste pour une raison précise que je ne veux pas vous dire parce que je trouve que c'est un spoiler. Et lui et Arya sont amis depuis qu'ils sont enfants, nous sommes vraiment que c'est depuis l'enfance. C'est une relation un peu spéciale entre Aedan et Arya. Je dois dire que c'est pas la relation la plus saine et celle qui me plaît le plus parce qu'Aedan se comporte en prince un peu macho, un peu CON, si on veut dire. Hein. Je trouve vraiment qu'il est limite avec Arya. Mais très vite, j'ai l'impression qu'on sent qu'Arya, elle ressent des choses pour Aedan. Clairement. Et un jour, le royaume il y a un événement vis-à-vis du traité Galicia. Et malheureusement, lors de cet événement, le royaume va être attaqué. Arya se trouvait avec Aedan, ou alors il l'a trouvé à ce moment-là, et il l'a fait se cacher dans une espèce d'alcôve ou une pièce, enfin bref. Il l'a caché à quelque part et il lui a dit ne sors pas. Je ne sais plus s'il lui a dit ne sors pas tant que je ne reviens pas ou plus tard. Donc elle a attendu que le bruit se calme, finalement elle est sortie et elle a découvert le roi est mort, les princes ont disparu, beaucoup des habitants de la capitale sont morts, des maisons ont brûlé, la librairie est en miettes, son ami et mentor, le libraire, est mort. Elle décide d'aller jusqu'à chez elle. Et là, il me semble qu'elle voit ses parents en train de se préparer à fuir. Et alors qu'elle veut les rejoindre, elle se fait attaquer par une créature de glace. Je ne sais plus comment on les appelle exactement, mais elle se fait attaquer par une créature de glace. Et pour ne pas menacer ses parents, elle s'éloigne. Elle va être grièvement blessée par cette créature. Et quand elle va reprendre connaissance, la créature a disparu. Elle va retourner chez elle. Ses parents ne sont plus là. Donc elle ne sait pas, est-ce que sa famille s'est enfuie ou est-ce qu'ils ont été tués. Elle a l'espoir, puisqu'il n'y a plus la charrette et tout ça, qu'ils ont pu s'enfuir. Donc tout a été détruit. Comme je vous ai dit avant, elle a vu la moitié détruite. Le roi est mort. Les princes ont disparu. Elle va rester enfermée chez elle un jour ou deux, il me semble. Prendre soin d'elle, penser ses blessures. Et elle va finalement franchir le cap de sortir, d'oser sortir. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Cassandre, qui est l'ancienne passeuse de mots, qui va lui expliquer qu'elle est une passeuse de mots. La passeuse de mots est un personnage, ça peut être une femme comme un homme, hein, qui existe depuis longtemps et qui est doté de la magie des mots, si on peut dire ça comme ça, car dans cet univers, comme je vous ai dit, les mots ont un pouvoir et un passeur de mots peut maîtriser les mots et avoir donc du pouvoir. Du coup, Arya doit partir en quête de ces mots. Ce n'est pas des mots comme vous parlez, vous et moi, c'est des mots qui seront différents. Par exemple, vous avez Limé, vous avez Luna, et ces mots, Arya ne les connaît pas. En fait, elle doit partir en quête de ces mots dans le royaume afin de les faire venir à elle, et une fois qu'ils seront vers elle, de les maîtriser. Une fois qu'elle maîtrise le mot, elle pourra utiliser ce mot. Voilà, chaque mot aura un pouvoir bien spécifique. Il y en aura un qui permettra de jouer sur la lumière. Il y en a un qui va lui permettre d'entendre des discussions qui se disent plus loin. C'est-à-dire l'oreille est plus développée. Pendant un petit moment, elle va pouvoir épier les conversations. Mais pour ça, il faut qu'elle aille à la recherche de ces mots et qu'elle les apprivoise. Certains mots vont s'apprivoiser facilement, d'autres vont s'apprivoiser plus difficilement. Et elle va être accompagnée par Killian, qui est son protecteur. Killian, qui est un voleur, qui est d'ailleurs masqué. Il a un masque sur le visage, on ne voit que les yeux, une espèce de bandana. Jamais il ne l'enlève, jamais Arya ne voit autre chose que ses yeux. Même quand il mange, il garde son bandana. C'est une espèce de bandana, cache bouche, cache visage. Donc elle est accompagnée de Killian, qui est son protecteur, son gardien. Il a été missionné par Cassandre, parce que Cassandre, c'est une passeuse de mots, mais elle est sur la fin de sa vie. Donc il faut une nouvelle passeuse de mots. Et comme Cassandre lui dit, il est fort possible que sa quête de passeuse de mots soit liée à ce qui est arrivé au roi, au prince, au royaume. Parce qu'Arya, quand elle est sortie de chez elle, elle a décidé qu'elle allait retrouver ses parents et qu'elle allait retrouver les princes parce qu'elle pense, elle est pratiquement sûre que les princes ne sont pas morts.
On n'a pas retrouvé leur corps ni rien, donc elle veut partir à leur recherche. Voilà, Cassandre lui dit tout est certainement connecté. Donc Arya se lance dans cette quête avec Killian. Et en cours de route, ils vont être rejoints par Sarren, qui est un garde, un commandant, enfin, il est dans l'armée du roi. Et lui aussi est en quête des princes. Il espère que les princes sont vivants afin de rétablir l'ordre dans le royaume et de faire partir ces espèces de géants de verre, ces géants de glace qui commencent à terroriser tout le royaume. Et on a aussi Alric, un autre personnage qui rejoint la quête. Alaric qui est, ça se spoil pas vraiment, Alaric qui est un vampire, mais un vampire différent des vampires qu'on connaît. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur Alaric, c'est un personnage très complexe. Franchement, moi j'adore tous les personnages qu'on découvre dans ce tome 1, franchement. Que ce soit Killian, Sarren, Alaric, Arya. Arya peut parfois être un peu naïve ou agaçante, c'est vrai. Je ne sais plus quel âge elle a, je crois que c'est une jeune femme de 18-19 ans, quelque chose comme ça. Des fois, elle a des réactions un peu jeunes dans sa tête. Mais en même temps, elle est quand même jeune. Et puis, elle vivait simplement avec ses parents. Elle était rêveuse avec ses livres. Elle n'avait peut-être pas les deux pieds dans la réalité. Là où Killian, par exemple, est un voleur. Et clairement, il la remet en place très souvent. C'est pas juste son gardien protecteur qui d'ailleurs la forme à se battre. Il est aussi là pour la remettre dans le droit chemin quand elle fait des erreurs et tout. Et il ne mâche pas ses mots. Il ne mâche jamais ses mots avec Arya. Même si parfois, après, ils se reparlent tous les deux et ils essaient d'arrondir les angles. Alric, franchement, c'est un personnage très touchant, vampire qui... Mais pas que, enfin c'est compliqué de vous parler d'Alric sans vous spoiler, mais je le trouve très touchant. Moi j'aime aussi beaucoup Sarren, qui est donc l'humain du groupe, et Killian, notre voleur. Gros coup de cœur sur Killian. Pour moi, c'est mon personnage chouchou de la saga, comme beaucoup, je pense. Alors, ce livre, moi, j'ai mis 18 sur 20. Comme je vous ai dit, il ne m'a pas manqué grand-chose pour que ce soit un coup de cœur. Je sais que ça passe ou ça casse pour beaucoup de monde. On l'a fait en LC sur le Discord, le coin des LC, et je sais que ce n'est pas passé pour une des personnes de la LC. Pareil sur le groupe de Swap et Littérature où je suis, il y en a une qui l'a abandonné. Voilà, comme je dis, ça passe ou ça casse. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne crochent pas. Moi, j'ai accroché. Je sais qu'il y a des fois aussi des réflexions sur la taille du livre, que certaines personnes se sont parfois un peu ennuyées, ou trouvaient que le livre était trop gros. Personnellement, je n'ai pas eu cette impression. J'y allais avec plaisir, j'y retournais avec plaisir. Je n'étais pas à me dire « Oh, je n'ai pas envie d'y aller ce soir, là, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, le livre est trop long. » J'ai jamais eu cette impression. Je sais que Kimi Collection l'a lu aussi, ce tome 1. Alors, je ne sais plus si elle l'a lu en partie en e-book et en partie en livre, ou si elle l'a lu qu'en e-book comme moi. Mais comme elle a eu les mêmes réflexions, elle a entendu les mêmes choses, que parfois ça paraissait long, que ça fait quand même 700 et quelques pages, un peu plus de 700 pages. Je ne sais plus, mais elle, comme moi, on n'a pas eu cette sensation de longueur. Alors, c'est vrai qu'elle a développé un point, et je le développe là. Est-ce que c'est parce qu'on l'a lu en e-book qu'on n'a pas eu cette impression que le livre nous prenait du temps à lire? Parce que c'est vrai que souvent, quand on a des grosses briques, je l'ai eu là dernièrement, j'ai eu une grosse brique, l'Empire du Vampire, chez De Saxus, 900 pages et quelques. Moi, personnellement, j'ai jamais eu, à aucun moment, j'ai trouvé des lenteurs dans le récit. Mais c'est vrai que le livre est gros et prend par contre du temps vis-à-vis de ça. Et là, c'est à nouveau le cas, comme il y a beaucoup de pages. Moi, j'ai pas trouvé de lenteur, mais il prend du temps. Mais en effet, peut-être que de lire en e-book, on a moins cette impression parce qu'on n'a pas, voilà, on se dit pas, oh, aujourd'hui, chouette, j'ai lu 50 pages. Et puis que tout d'un coup, sur le livre, voilà, ça fait que ça de lu, quoi. On n'a pas cette impression puisque en e-book, voilà, on ne voit pas le nombre de pages. Enfin, si, on voit le nombre de pages qui restent, mais il n'y a rien de physique, il n'y a rien de concret. Ça joue peut-être dessus, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas trouvé des longueurs. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce récit. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas encore lu assez de récits dans ce genre, parce qu'il y en a qui lui reprochent d'avoir des similitudes avec d'autres choses. Moi, je n'ai pas trouvé de similitudes avec d'autres choses. Moi, ça m'a plu. Peut-être que Jennifer et Alric Twice mettent un peu d'eux-mêmes dans les personnages, mais moi, ça ne me chagrine pas. On a très bien, je trouve qu'on a aussi le droit, si on a envie, d'écrire un livre où un personnage est inspiré par nous-mêmes. Pourquoi pas? Après tout, quand on veut écrire, c'est aussi à quelque part pour s'évader soi-même. Si c'est ce qu'ils ont envie. Moi,
Moi, ça me plaît tel que c'est. La plume, je la trouve addictive au possible. Je lui trouve aussi un petit côté poétique à cette plume. Forcément, on est dans un livre avec des mots, hein, où les mots ont un pouvoir, donc forcément. Moi, franchement, il m'a énormément plu. Et j'ai de toute façon déjà lu le deuxième tome, dont je vous en parlerai une autre fois. Mais moi, c'est une saga chouchou pour l'instant et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et vraiment un gros cœur sur Kylian. Et j'ai oublié de le préciser avant, La passeuse de mots, tome 1 de Jennifer et Alaric Twice, c'est chez Hachette Éditions. J'ai oublié de le préciser au début. Et ça, c'est la version collector, mais il existe une version brochée, au cas où, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu en e-book lors d'une lecture commune L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, qui est chez Big Bang, une branche de Brajlon. Moi, j'ai personnellement bien aimé. Je lui ai mis un 18/20 pour ce premier tome. Nous sommes dans un univers à nouveau inventé, bien qu'on s'inspire un peu sur certains points sur de la mythologie un peu d'Asie, des pays d'Asie. C'est une inspiration, hein. Il y a d'autres récits que j'ai lus qui sont plus inspirés que ça, mais on est clairement un petit peu inspiré de ça. Et on suit en fait Lynn, qui est la fille de l'empereur, et elle est en train d'apprendre la magie d'os. La magie d'os, seul l'empereur la maîtrise, et donc sa fille est un apprenti que l'empereur forme, qui est en fait un petit os qu'on vous prélève quand vous êtes enfant derrière l'oreille. Et c'est un rituel, oui, un rituel qui est quand même risqué, une petite opération, parce que des fois, selon comment le prélèvement est fait, ça peut tuer la personne en question. Et l'empereur se sert de ces petits os pour créer des choses avec sa magie spéciale. Il crée des créatures en fait. Je vous avoue que parfois c'est un peu glauque. Le premier tome, surtout le premier tome, certaines créatures, comment elles sont fabriquées, je trouvais ça un peu glauque. Mais très intéressant comme concept malgré tout. Donc seul l'empereur maîtrise ça et il est en train de l'apprendre à sa fille et à un rival de sa fille, puisqu'il forme aussi un autre apprenti. Le meilleur des deux sera celui qui maîtrisera la magie d'os et deviendra l'empereur. Quelque part, c'est ça. Donc, on suit Lynn dans son apprentissage. Lynn qui a oublié une partie de sa vie. Elle a complètement tout zappé de son enfance, de sa maman. Elle ne se rappelle que de 2 ou 3 ans en arrière, je ne sais plus exactement. Elle essaye de se rappeler, son père, l'empereur, essaye de la faire se souvenir, mais il n'y a rien à faire, elle ne se rappelle de rien. L'empereur est d'ailleurs dans ce récit un vrai... voilà, il faut quand même se dire déjà, l'empereur qui fait de la magie d'os, en prélevant un petit os sur chaque être humain, et quand l'os est utilisé par l'empereur d'ailleurs, la personne en question va avoir sa vie s'écourter. Tout dépend en plus de l'utilisation qu'il en fait, plus ça va écourter sa vie. Mais à un moment donné, quand l'os est utilisé, ça va forcément raccourcir de la vie de l'être humain en question. Donc il faut quand même déjà se dire que l'empereur, c'est pas un gars super net hein, pour faire ce genre de magie. Voilà. Lynn fait cet apprentissage, on la suit. Par le biais de Lynn, on suit aussi l'autre apprenti de l'empereur, qu'on apprend à apprécier, enfin moi je l'appréciais bien. Et on suit aussi principalement Jovis. Jovis, c'est à l'heure actuelle, c'est un marin, entre guillemets, une espèce de mercenaire. Il a d'ailleurs été quelque temps dans un groupe de mercenaires, car il y a quelques années, sa femme a disparu. Pas si longtemps que ça, mais sa femme a disparu. Il vivait heureux sur une des îles, parce que c'est plein d'îles dans ce royaume, et il vivait heureux sur une des îles, et un jour, eh bien, il a vu sa femme se faire enlever. Et il a vu le bateau partir, il a vu quelle couleur avait la voile du bateau, la forme, etc. Et il a décidé de partir à sa poursuite. Alors pendant quelques temps, il a été mercenaire avec un autre groupe, puis maintenant il est tout seul dans son coin, mais il cherche toujours sa femme. Il va d'île en île pour la trouver. Seulement, il s'était fait une réputation quand il était chez les mercenaires et tout ça. Et dès le début du récit, il y a une dame qui lui demande d'aider, je crois que c'est sa nièce. Je ne sais plus si c'est sa nièce ou sa cousine, enfin je ne sais plus. Elle demande d'aider un enfant qui va devoir faire le rituel là, de la magie d'os et à faire évacuer cet enfant de l'île pour qu'elle n'aille pas le faire. Jovis le fait, je ne vous spoil pas vraiment, c'est le tout début du livre, il est aussi bien épais ce livre. Jovis le fait et quand ils décident de s'enfuir tous les deux pour aller à son bateau, c'est là que l'île va commencer à trembler. Et cette île va couler, littéralement. Ils auront la chance d'arriver jusqu'à leur bateau et de s'éloigner suffisamment, mais l'île va couler. L'île va couler et en même temps qu'elle coule, il y a une créature
qui va tout d'un coup apparaître dans l'eau et monter sur leur bateau et être adoptée par Jovis du coup. Méfie, voilà. C'est une créature, on ne sait pas bien ce que c'est. Moi, d'après la description et d'après ce qu'on voit sur la couverture que vous avez vu par là ou par là, je pense que Méfie est une espèce de dragon. Mais je peux me tromper. En tout cas, Méfie et Jovis finissent par s'adopter. C'est ce qui fait Méfie, c'est ce qui donne un plus encore à Jovis, c'est ce petit Méfie qui grandit petit à petit. Voilà. Donc Méfie et Jovis, on suit. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous en dis déjà beaucoup, mais il y a encore tellement plus avec Jovis et Méfie. On suit aussi d'autres personnages comme Falu et Ranami. Oui, Ranami. Aussi Sable. Et il y a pas mal de points de vue dans ce livre. Alors, Ranami et Falu, qu'on suit, c'est un groupe LGBT de FF, de femmes. Ça, c'est un gros point fort au récit, d'avoir vraiment mis en avant un couple de femmes dans les personnages principaux. Et on suit aussi donc Sable, qui elle est sur une autre île. Ramani et Falu sont sur une autre île que celle de l'île. Jovis, il en visite plusieurs. Et Sable, elle est encore sur une autre île. On a Sable qui ne se rappelle pas. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa vie, Sable. Je ne vais pas vous en dire plus, mais elle sent qu'il y a quelque chose. Elle va commencer à y réfléchir. Falu et Ranami, elles sont sur une île. Et il me semble que c'est Falu qui est la fille du gouverneur. Je crois que c'est le gouverneur de l'île, car chaque île a un gouverneur qui répond après à l'empereur. Mais elle n'aime pas la manière dont son père dirige son île. Et sa fiancée, ils sont même pas fiancés, hein, mais sa petite copine, non plus d'ailleurs. Elles ont quelques petits problèmes. C'est pas mes points de vue préférés. Je trouve ça très bien qu'il y ait un couple LGBT dans ce récit, qui plus est de FF, parce que c'est souvent des MM, donc là ça nous change. Mais clairement sur le premier tome, c'est pas mes personnages préférés et c'est pas l'évolution qui me plaît le plus. Vraiment, pareil pour Sable. Même si elle est très intrigante, moi c'est clairement Lynn et Jovis qui m'intéressent le plus dans ce récit. Même dans le tome 2, c'est d'ailleurs le cas parce que je l'ai lu aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a des moments où j'ai trouvé un peu glauque hein, avec ces créatures, avec la magie d'os. C'était quand même un peu glauque. Quand Lynn étudie ça, ça m'a fait un peu des sueurs froides dans le dos. Mais c'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume. Je la trouve très fluide, ça se lit bien. Maintenant, le fait qu'il y ait 2, 3, 4, 5 points de vue différents, c'est vrai que des fois on s'y perd, parce qu'il y a vraiment des fois où vous avez un chapitre Lynn, un chapitre Jovis, un chapitre Falu, un chapitre Ranami, un chapitre Sable, et on revient à un chapitre Jovis, un chapitre Lynn, un chapitre Jovis, un chapitre Sable, un chapitre... Voilà, c'est... Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant. Pendant le début du livre, pendant la moitié du livre, je dirais, on était plusieurs sur le Discord à dire c'est un peu perturbant tous ces points de vue. Et c'est vraiment un chapitre de chaque. Vous avez rarement 2 ou 3 chapitres de suite sur le même personnage. Et des fois, on vous laisse en pleine action, donc vous avez envie de savoir ce qui se passe avec ce personnage, et on part sur un autre. Mais ça restait quand même très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit bien, et j'avais vraiment hâte de lire la suite. C'est d'ailleurs chose faite. Donc ça, c'était le tome 1 de L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, chez Big Bang, là aussi. Donc, une filière de Brajlon. Ensuite, j'ai lu toujours sur le Discord, DLC, le tome 1 de Magic Charlie, l'apprenti de Audrey Alouette, chez Gallimard Jeunesse. Alors, moi, je lui ai mis, comme je t'ai mis, 19 sur 20. J'ai passé un super bon moment dans cette lecture. Déjà, il faut le préciser, c'est une autrice française. Donc, encore une fois, moi, j'apprécie varier mes lectures, ne pas faire que des choses étrangères. Et là, dans cette de lecture, vous avez du coup 3 récits écrits par des Français. Rien que ça. Parce que La Passeuse de mots et La Rosée d'hiver, c'est aussi des auteurs et autrices françaises. Là, dans Magic Charlie, on suit un petit garçon qui s'appelle Charlie. Et il va retrouver sa grand-mère qui a disparu il y a des années en arrière. Donc ça se passe en France, le récit aussi. Sa mamie, elle a disparu du jour au lendemain. Plus personne ne la trouvait. Et au début du récit, quelqu'un appelle. On a retrouvé sa mamie. Mais sa mamie a perdu la tête. Elle ne se rappelle de rien. Elle ne parle pratiquement à plus personne. On demande à Charlie et à sa maman de la prendre chez eux parce qu'elle ne peut plus vivre toute seule. Elle ne sait plus qui elle est, comment elle s'appelle. Donc, mamie arrive chez Charlie. C'est perturbant pour Charlie, c'est perturbant pour sa maman.
Il faut savoir déjà que sa mamie, le jour où elle a disparu, son petit-fils Charlie était avec elle. Ils étaient en train de faire des pâtisseries. Ça, c'est ce que j'adore dans le récit. Vous avez souvent fait mention de pâtisserie. Ça donne l'eau à la bouche. Donc, ils étaient en train de faire des pâtisseries. Et il s'est passé un truc. Parce que la mamie de Charlie est en fait une magicienne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, elle fait de la magie. Et ce qu'elle aime particulièrement faire, c'est de la pâtisserie magique. C'est-à-dire qu'elle fait des pâtisseries magiques. Et il y en a une qu'elle fait de pâtisserie magique. Quand vous ouvrez le papier, ça va vous dire un événement qui va se passer. Il y a une autre pâtisserie magique qui va, en fait, quand vous mettez un nom dedans, ça va aller se mettre sur la tête de quelqu'un. Voilà, vous voulez mettre un coup de tarte à quelqu'un, littéralement. Voilà, grâce à la tarte magique, vous pouvez. Et ils sont en train de faire des pâtisseries magiques, donc. Et la mamie ouvre un petit papier sur une des pâtisseries qui consiste à dire un événement qui va se passer. Et tout d'un coup, on la voit qui panique. On la voit qui panique. Charlie est un petit garçon tout jeune. Elle lui dit de faire quelque chose. Je ne sais plus exactement quoi. Et dans les minutes qui suivent, en fait, mamie empaque ses affaires et s'en va en laissant Charlie là, comme ça. Et donc, on la retrouve des années plus tard. Elle a perdu la mémoire. Elle ne sait plus qui elle est. Et Charlie est avec elle et il va découvrir dans ses affaires une malle. Et en ouvrant la malle, il découvre un miroir et c'est un miroir magique. Et il va voir sa mamie dans ce miroir qui lui parle en ayant toute sa tête. Comme un enregistrement vidéo, quelque part, si vous voulez, mais de façon magique. Et elle va lui expliquer qu'il est un magicien, chose qu'il ne savait pas du tout. Un magicien, donc, un sorcier, un magicien, et qu'il est en danger. Et que, une fois qu'elle lui dit qu'il est en danger et qu'il doit aller retrouver un allié de sa mamie, qui le formera à la magie et tout ça, elle-même, elle lui dit qu'elle a dû faire des choses, voilà, pendant ces années-là. Elle n'est pas partie pour faire joli, en fait, mamie. Elle est partie pour certaines raisons. Et Charlie découvre très vite, en fait, que cette magie, elle a un prix. Quand on veut faire certaines choses dans cette magie, on va perdre ses souvenirs. Donc, il a des doutes sur le fait que sa mamie a dû faire quelque chose qui fait qu'elle a perdu ses souvenirs, trop, du coup, pour ne plus savoir qui elle est, qui est Charlie, qui est la maman de Charlie, donc sa fille. Donc Charlie va partir en quête. Et sa quête, c'est d'essayer de retrouver les souvenirs de sa mamie. Il veut découvrir ce qui est arrivé à sa mamie, où sont les souvenirs de sa mamie, et se former à la magie. Grosso modo, c'est ça. Après, il y a plein d'autres détails, mais ça, c'est le topo de base. J'ai beaucoup aimé cet univers. Alors, c'est un jeunesse. Clairement, c'est un jeunesse. Moi, je pense qu'un enfant qui adore lire, qui est vraiment passionné de lecture, je pense que vers 10 ans, ça peut déjà le faire. S'il est passionné de lecture, que c'est un enfant qui réfléchit. Après, par exemple, je ne sais pas si je le ferais lire au travail, je ne sais pas s'il comprendrait toutes les subtilités. Bon, en même temps, ils ont 8 ans, vous allez me dire. Mais ouais, c'est un joli jeunesse. Il faut vraiment le prendre comme tel. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des énigmes oufissimes à réfléchir pendant 10 000 ans, comme c'est le cas avec certains gros pavés de fantaisie. Ça reste beaucoup plus simpliste puisque ça doit être abordable aux jeunesses. Mais l'intrigue est quand même captivante. Il y a quand même du mystère. On se dit, qu'est-ce qui est arrivé à cette mamie? Comment? Pourquoi? Alors oui, on le devine peut-être un peu plus vite que dans certains récits d'adultes, forcément. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé ça comme une lecture doudou. En plus, on est dans un univers avec la magie. Ça m'a fait penser à Harry Potter parce que Charlie découvre cet univers de magie qu'il ne connaît pas du tout. Alors après, le système de magie est totalement différent. Hein. Comme je vous le dis déjà, entre autres, la mamie, elle adore faire de la cuisine magique. Voilà, hein, avec ces fameuses tartes qui viennent en pleine poire, hein, ou les autres petits biscuits, tartes, où vous enlevez le petit papier, vous avez un truc qui va arriver là, maintenant, tout de suite ou dans le futur. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages. Charlie est attachant. Franchement, comme j'ai dit dans la LC, le pauvre Charlie, il s'en prend plein la tronche dans ce récit. Non mais vraiment, il s'en prend plein la tronche à plusieurs reprises. Il y a des fois, je me disais, mais mon Dieu, est-ce que sa chance, elle va tourner au pauvre Charlie? Parce que des fois, il y est pour rien. Puis d'autres fois, bon, il a peut-être fait une bêtise, mais il y a des fois, il n'a rien fait, quoi. J'aime bien aussi le personnage de Sapotille. Je ne vais pas vous en dire trop. C'était bien amené, ce personnage. J'ai vraiment hâte d'avoir son évolution, d'ailleurs, pour la suite. Et la fin était quand même assez... les choses qu'on apprend sont quand même assez intensives. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Il y a des choses, oui, que j'ai senties vis-à-vis de sa mamie, mais le pourquoi du comment, précisément, non, ça, je ne l'avais pas vu venir. Et j'étais, fort intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Je le ferai.
c'est vraiment une lecture qui se lit aussi toute seule, encore une fois, parce que c'est du jeunesse, donc c'est pas... La plume est abordable, voilà, il faut le dire comme il est. C'est une plume abordable, mais ça fait tellement du bien d'avoir un petit jeunesse avec une plume abordable qui se lit toute seule, qui est addictive au possible, dans un récit qui se passe en plus chez nous, mais que demander de plus? C'est pour ça que pour moi c'est un 18 sur 20. Il faut vraiment que je me le procure en papier parce que moi j'ai beaucoup apprécié et les couvertures de cette saga sont absolument magnifiques. Et il faut que je continue surtout cette saga. Parce que là il y a le tome 3 qui vient de sortir. Donc ça c'était Magic Charlie, le tome 1 de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Et le dernier livre de cette lecture, qui est quand même finalement assez long, en fait c'est 2 livres, c'est une même saga. Il s'agit de From Blood of Ash, les tomes 2 et les tomes 3 en VO. Le sang et la cendre en français, la saga. Le tome 2, c'est un royaume de chair et de feu, si je me souviens bien, que j'ai lu aussi d'ailleurs en VF maintenant qu'il est sorti. Lui, apparemment, j'ai lu des gens disaient que dans les commentaires de Saxus auraient annoncé la sortie du tome 3 en VF, première partie de 2023, donc on verra bien, ce serait bien. Je les ai lus il y a un moment aussi, hein, mais bon, comme j'ai lu la VF il n'y a pas longtemps, ça va. Ça, c'est en VO, c'est l'édition Fairyloot, si vous demandez. Dans Le sang et la cendre, nous suivons Poppy, qui est une jeune femme, la pucelle. On est dans un univers de fantasy complètement inventé, et Poppy va devoir faire une ascension différente. C'est-à-dire que les nobles du royaume font une ascension quand ils le méritent, où ils sont alors changés. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux qui changent de couleur, ils ne supportent plus le soleil, ils sont froids. Poppy, qui a un don pour sentir les émotions des gens, ne ressent rien vis-à-vis de ces êtres. Et rien qu'avec cette description, ils sont pratiquement immortels. Vous comprenez qu'on parle ici d'une sorte de vampire. Ça se comprend, c'est pas un spoiler. Enfin, moi, je trouve pas que c'est un spoiler. Du coup, Poppy, elle sait qu'elle va faire une ascension, mais différente des nobles. Elle est élue depuis qu'elle est petite fille, depuis qu'elle a survécu à une attaque de créatures. Ce sont des créatures qui sont un mélange entre le vampire, le loup-garou, le mort-vivant. Enfin, c'est un mélange un peu de créatures. Ils n'ont plus d'âme du tout, ils n'ont plus de pensée cohérente. Ils sont juste assoiffés de sang. Quand on se fait mordre par eux, on est transformé. Et ces créatures sont à l'origine issus de la morsure des Atlantiens. Atlantide, un autre pays, un autre royaume rivaux de celui de Poppy, qui en fait sont aussi une sorte de vampires, mais eux, quand ils se nourrissent, ils transforment donc les êtres humains dans ces horribles créatures qui sont des nuisibles au royaume. Et Poppy doit faire une ascension donc différente qui va apporter, qui va certainement permettre de gagner la guerre, apporter un plus au royaume, mais elle ne sait pas quoi. Voilà, elle ne sait pas en quoi va consister son ascension, en quoi elle va être différente, en quoi ça va apporter quelque chose au royaume, comment ça va se dérouler. Elle est même sûre, quelque part, à un moment donné, elle le dit, elle a l'impression qu'elle va mourir lors de cette ascension. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je ne vous le dirai pas. C'est des inquiétudes de jeune fille tout à fait légitimes, parce que c'est une jeune femme, je ne sais plus, 17-18 ans, quelque chose comme ça, elle est toute jeune encore, Poppy. Et Poppy a été isolée, puisqu'elle est l'élue, elle ne peut rien faire comme tout le monde. Poppy vit à l'écart des gens. Elle est élevée par le duc et la duchesse. Elle est sous la tutelle du duc et la duchesse, mais de la mort de ses parents, c'est la reine elle-même qui en a la garde à quelque part. Mais donc là, elle a été envoyée chez le duc et la duchesse qui la forment. Elle suit des études sur l'histoire du royaume et tout ça. Mais Poppy vit isolée de tout le monde. Elle vit déjà voilée. Il n'y a qu'une poignée de gens qui ont le droit de voir le visage de Poppy. Le duc et la duchesse, la reine du royaume, ses 2 gardes attitrés, parce qu'elle a 2 gardes en plus attitrés, chacun leur tour, ils se relayent, et sa dame de compagnie. Voilà les seuls gens qui ont le droit de la voir non voilée. Voilà les seuls gens qui ont le droit de lui parler réellement. Les seuls gens qui ont le droit de la toucher aussi. Bien sûr qu'elle n'a pas le droit d'embrasser qui que ce soit. Poppy n'a pas le droit de lire ce qu'elle veut, uniquement l'histoire du royaume. Elle n'a pas le droit d'aller lire une romance ou quoi que ce soit. Bref, Poppy est enfermée dans un cocon par la reine, par le duc, par la duchesse. Sauf que Poppy est une jeune femme et elle a envie de faire des expériences dans la vie. On se rend très vite compte qu'elle arrive à tricher
depuis plusieurs années sur différents points. Je ne vous dis pas lesquels parce que sinon ça vous gâcherait le début du récit. Par contre, ce qui ne vous gâche pas le début du récit, parce que c'est dans le résumé du tome 1, c'est que Poppy va rencontrer un des gardes qui vient d'arriver de la capitale, un des gardes du duc et de la duchesse, Hawke, lors d'une soirée. Poppy veut elle veut découvrir un peu le royaume, faire une découverte, comme elle en fait donc d'autres que je ne vous cite pas, et elle va en cachette voler une cape à une domestique et un masque, afin qu'on ne la reconnaisse pas du tout. Et elle va aller dans une espèce de bar qui est là pour autant boire de l'alcool que pour faire des jeux d'argent avec des jeux de cartes, que pour aller s'envoyer en l'air dans les chambres. Oui, alors Mademoiselle la Pucelle qui va dans cet endroit, voilà, mais elle a envie de découvrir ça. Elle va se faire repérer par une dame. Elle ne sait même pas comment cette dame l'a repérée, mais elle la repère, mais elle ne la dénonce pas. Par contre, Poppy se retrouve dans la mise quand tout d'un coup son garde attitré, Victor, qui est comme son père, débarque pour certainement se détendre après sa journée de travail avec Poppy, de garde personnel, et elle dit à la femme, il ne faut pas qu'il me voie, parce que même si j'ai un masque et puis la cape d'une servante, il me connaît, c'est comme son papa, Victor, quelque part. Donc il va la reconnaître. Et la dame lui dit, elle est dans telle chambre à tel étage, il n'y a personne. Elle suit les directives, sauf que la dame qui travaille pourtant dans le bar s'est trompée. Il y a quelqu'un, il y a le fameux garde Hawke qui au début prend Poppy pour la servante qu'il connaît et avec qui il couche. Donc il commence à embrasser Poppy, à la caresser et tout ça. Et Poppy qui veut faire des expériences se laisse faire. Hawke va très vite comprendre que c'est pas la domestique. Il va lui dire t'es pas... Mais il va devoir partir. Il est appelé par un autre garde pour faire quelque chose vite fait en quelques minutes. Poppy va s'enfuir parce qu'elle prend peur. Malgré l'expérience qu'elle était en train de vivre, elle prend peur. Et pour des raisons que je ne vous donne pas, quelques jours plus tard, Hawke devient son garde personnel avec Victor. Je ne vous dis pas ni comment ni pourquoi, mais Poppy est morte d'inquiétude parce que certes, il n'a pas vu son visage, mais il a vu ses yeux et elle lui a parlé. Et s'il reconnaît sa voix, eh bien, elle craint qu'il aille la dénoncer au duc et à la duchesse. Ça va lui attirer des ennuis. Ça, c'est le début du tome 1. Après, il se passe plein d'autres choses dans le tome 1 et dans le tome 2 et dans le tome 3. Il se passe énormément d'autres choses. À la fin du tome 1, on a des découvertes monumentales qui chamboulent tout l'univers de Poppy et le nôtre. Même si nous, on avait quelques doutes depuis un moment. C'est-à-dire que Poppy, il y a des gens qui trouvent que Poppy est trop innocente. Et puis même dans le tome 2, c'est vrai que vis-à-vis de Hawke, elle a des réactions, elle est réfractaire en même temps. En fait, Poppy est amoureuse de Hawke, mais elle se sent trahie vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le tome 1. Mais moi, je la comprends. En plus, c'est un personnage qui a vécu dans un cocon, c'est une jeune fille très isolée. Donc elle s'est sentie trahie et Hawke, c'était une des seules personnes en qui elle avait confiance avec Victor. Donc je comprends que Poppy peut agacer, mais moi en même temps je la comprends, Poppy, parce que c'est une jeune fille toute jeune et isolée, et qu'elle ne connaît pas la vie comme nous, on la connaît vu l'éducation qu'elle a vécue. Dans ces tomes 2 et dans ces tomes 3, vous croyez avoir tout vu à la fin du tome 1 avec les révélations qu'on a, mais on est très loin d'avoir tout vu. Il y a autant de révélations dans le tome 2 que dans les tomes 3. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle ensemble et pas séparément dans deux updates séparées. C'est que je les trouve très similaires dans le sens où vous avez des révélations pour les deux tomes, toutes plus wow, les unes que les autres. Vous avez deux fins aussi très intensifs avec des cliffhangers très gros, celui du tome 3, vous n'êtes pas prêt, clairement. Si déjà vous l'avez lu en VF, celui-là vous l'avez trouvé intensif, mais alors vous n'êtes pas prêt pour celui-là, je vous garantis. Et aussi parce que Poppy continue son évolution. Depuis le tome 1, elle évolue. On passe de la pucelle à la fin du tome 1 sur autre chose que Hawke lui dit. Et à la fin du tome 2, on lui dit autre chose. Et petit à petit dans le tome 2, on lui dit oui, mais peut-être que ça et ça, c'est vis-à-vis de toi. Et puis il y a d'autres pistes qui sont creusées sur la fin du tome 2. Et on continue de creuser ces pistes dans le tome 3 et on nous dit oui, mais non, c'est pas ça, Poppy, c'est encore autre chose. Bref, Poppy évolue constamment. C'est d'ailleurs toujours le cas dans le tome 4, mais ça, je vous ferai un avis séparément parce que il y a des choses à dire sur le tome 4. Moi, ça m'a plu, mais je sais qu'il y a une terriblement polémique vis-à-vis de ce tome 4. Donc voilà. Poppy, elle évolue dans chacun de ces tomes. Dans le tome 2 comme dans le tome 3,
Hawk aussi, il évolue. Leur relation évolue. C'est franchement, Hawk, c'est clairement un de mes book boyfriends préférés. Je crois même qu'il est devant Richard pour moi. Peut-être pas devant Cassian, mais Richard, ouais, parce que c'est un amour en fait, Hawk. Alors il a des défauts, bien sûr, il a vécu des choses. Dans le deuxième tome, on nous évoque les choses qu'il a vécues aussi, Hawk, des choses difficiles, touchantes qui nous font... Enfin moi ça m'a fait qu'aimer le personnage en plus. Mais il continue son évolution, même dans le tome 3. Et j'aime comme il est avec Poppy. Depuis le tome 1, de toute façon, il est comme ça. Il ne cherche pas à la surprotéger. Il sait très bien qu'elle sait se défendre. Il y a juste un moment dans le tome 2 où il veut la protéger et qu'elle lui rappelle qu'elle est très capable de se défendre toute seule et qu'elle veut se défendre et ne pas fuir le combat. Donc, après ça, plus jamais il ne remet en question ça. Plus jamais il ne lui dit de se mettre en retrait. Il sait qu'elle sait se battre, qu'elle a des dons bien à elle aussi. Bref, il la met en valeur, il la vénère, sa Poppy, à quelque part. Elle aussi, elle le vénère, mais Hawk vénère Poppy. Donc voilà, les deux volumes sont quand même assez similaires dans la construction, dans l'évolution des personnages. On continue cette évolution, on continue de découvrir aussi le world building que moi je trouve très intéressant. Plus on avance, plus on nous parle des dieux, des anciens dieux qui sont en sommeil actuellement d'ailleurs. Moi j'adore. La plume est addictive. Alors moi là c'est les livres en VO. Je trouve que ça se lit bien en VO. Après il faut quand même avoir un niveau en VO. Il faut avoir fait 2-3 ans d'anglais quand même à l'école. Si vous n'avez jamais fait d'anglais, n'allez pas vous lancer dans l'anglais avec ça, parce que je pense que vous ne comprendrez pas. Mais moi j'ai compris à peu près 95% des livres. J'ai juste demandé une ou deux fois à quelqu'un qui les avait lus si j'avais compris juste, puis à chaque fois j'avais compris juste. Alors par contre, il faut le préciser, c'est de la romantécie. La romance prend une bonne partie du livre, on va dire. À côté de ça, il y a du world building. Comme je vous dis, il y a toute une intrigue qui n'est pas forcément liée à leur relation en elle-même, mais elle est toujours impliquée dans l'histoire du world building, ça oui. Et c'est aussi un récit avec un langage un peu cru par moments et des scènes de sexe assez explicites. Par exemple, dans le tome 2, il y a une scène de bataille. Ils viennent juste de finir la bataille. Les Poppy viennent tuer quelqu'un. Et ils s'envoient en l'air dans une carriole au milieu du champ de bataille presque. Voilà, ils sont pleins de sang et tout, ils s'envoient en l'air. Sur le coup, c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai demandé confirmation j'ai bien lu, ils se sont envoyés en l'air plein de sang, avec le cadavre de personnage pas loin. Oui, t'as bien compris. Ah, ça montre le niveau de Poppy et Hawk, quoi. Alors, si vous n'aimez pas tout ce qui est spacey, clairement, je pense que ça ne vous plaira pas. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est toujours le cas dans le tome 3 et c'est toujours le cas dans le tome 4. Mais moi, j'adore. J'adore autant la relation de Poppy et Castel, que je trouve belle, les personnages, surtout Castel. On découvre aussi Kiran à la fin du tome 1 et il prend de la place dans les deux suites, dans le tome 4 aussi d'ailleurs. Kiran qui est un personnage chouchou que j'adore vraiment. J'aime bien aussi sa sœur, dont j'ai oublié le prénom, son papa, bref. La famille Contou, c'est une famille que j'aime. Delano aussi, super personnage. Il y a plein de personnages vraiment super dans cette saga. Moi, c'est une de mes sagas coup de cœur, clairement. La plume se lit toute seule. L'autrice sait nous tenir en haleine. Ah oui, il y a des moments où c'est un peu plus plat, c'est normal, c'est de la fantaisie, ça ne peut pas toujours être... Voilà, mais vous avez des moments d'action avec des scènes de bataille, des moments de révélation. Je trouve que l'autrice est vraiment forte pour ça. Et pour moi, bah forcément, l'un comme l'autre, ça a été tous les deux des 20 sur 20, c'est des coups de cœur. Clairement. Donc ça, c'était Le sang et la cendre, le tome 2, déjà paru en français, et le tome 3, début 2023, normalement, si De Saxis n'a pas changé ses dates. Et voilà, on a enfin fini cette longue vidéo. J'ai du mal à parler court quand je fais des résumés et quand je parle des livres. C'est ça que je redoutais en me lançant sur Booktube, c'est que, voilà, moi je ne résume pas un livre, je refais le livre, mais j'essaie de me contenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou s'ils sont sur votre wishlist. N'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, juste un petit bonhomme, un petit smiley, pour dire que vous avez vu la vidéo. À laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. C'est ces petites choses qui nous permettent de nous faire connaître. Et nous, on se retrouve très très vite avec certainement ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2022. Ciao, ciao!